Bonsoir, merci d'être venu ce soir. Je crois qu'on va commencer effectivement le tour. Merci beaucoup, je vais faire très rapide. Je voulais te remercier rapidement, Arnaud, d'être parmi nous aussi ce soir et de faire effectivement ce tour sur Picabia. Arnaud est un grand spécialiste évidemment entre autres de Picabia et tu fais partie aussi du comité Picabia. Je te laisse la parole. Ça durera à peu près 40 minutes de la présentation et après il y aura volontiers aussi des questions si tu as des questions. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée. On m'a demandé de faire bref, je me tiendrai à cette recommandation et puis on pourra prolonger avec un échange, des questions, tout ce que vous voudrez. Bonsoir à toutes et à tous, merci également de vous être déplacés pour cette brève conférence, donc, cette brève amorce en fait, sur Picabia après 1945, et pour accompagner donc l'exposition que vous avez vue, j'imagine, et dont vous avez une partie de toute façon sous les yeux. Là, les choses nous entourent. Ça va être drôle d'ailleurs de montrer en même temps des choses à l'écran reproduites, alors que nous avons les tableaux, nous avons la chance d'avoir les tableaux autour de nous. Voilà. Alors, comment introduire Picabia? D'abord, peut-être en disant que l'une des idées les plus qui viennent à l'esprit le plus facilement quand on évoque le nom de Picabia, c'est celui en fait de la rupture. C'est l'homme des revirements incessants. C'est celui qui a changé perpétuellement de style et de manière. Et la fin de la Deuxième Guerre mondiale est une date en effet assez exemplaire à cet égard, puisqu'elle marque une nouvelle rupture, qui est alors peut-être une conséquence en effet de la volonté de détourner qui fait, comme vous l'avez compris, donc partie du fonctionnement de l'artiste depuis les débuts de sa carrière. Mais on peut dire aussi que la période qui vient de s'écouler est peut-être aussi la cause de cela, parce qu'évidemment, la Deuxième Guerre mondiale n'a pas laissé que de bons souvenirs à Picabia, comme à bien des Français de l'époque, et il s'agit donc finalement de tourner une page et de s'engager dans autre chose. Et ce dans quoi Picabia cherche à s'engager en fait à ce moment-là, nous est finalement relativement bien connu. Picabia n'a pas toujours formulé explicitement ses intentions, mais il l'a fait de temps à autre, et il se trouve qu'on a de lui une très longue interview en 1945 qui laisse entendre ce qu'il est en train de chercher en fait. Et ce qu'il est en train de chercher, c'est une espèce de troisième voie entre l'abstraction et le surréalisme, les deux grandes forces dominantes en fait encore dans l'art de cette période. Du surréalisme, il cherche à conserver la question du désir, la question de l'obsession, son souci également d'expression de l'intériorité, mais il rejette en fait sa figuration un petit peu trop explicite, la minutie de sa figuration, et il cherche donc à conserver en même temps les acquis de l'abstraction, mais d'une abstraction qui ne serait évidemment plus un jeu gratuit de forme tournant un petit peu à vide, puisque cette abstraction, cette nouvelle abstraction, proposerait un langage où pourrait être recueilli donc la sensibilité, l'instinct de l'artiste, tout ce à quoi donc s'est intéressé le surréalisme. Un extrait donc de cette interview de 1945, Picabia dit donc, « Nous voulons qu'un tableau soit un moyen d'échange de nos sensibilités à l'état le plus pur, qu'il soit l'expression de ce qu'il y a de plus vrai dans notre être intérieur. » Voilà, donc c'est vraiment le retour de la création inspirée, le retour de la peinture comme mode d'accès à la vie subjective, et donc une peinture qui est évidemment en contraste assez radical avec le réalisme photographique de la période précédente, donc les années de la Deuxième Guerre mondiale, qui était un art, photo-réaliste, si l'on veut, un art de surface, un art superficiel qui s'arrêtait effectivement à l'apparence des choses et des êtres, ou des êtres d'ailleurs traités comme des choses. Alors, il faut dire aussi que cette troisième voie entre l'abstraction et le surréalisme, c'est une tendance de l'époque, en fait, une tendance lourde, qui est explorée par bien d'autres artistes, qui font partie d'ailleurs de l'entourage direct de Picabia. Ce sont Camille Brayen, Francis Bott, Henri Goethe et Christine Baumeister, ce couple d'artistes qu'il a recueillis alors qu'ils étaient recherchés par la Gestapo pendant la Deuxième Guerre mondiale, Henri Atlan également, Pierre Soulages bien sûr et Georges Mathieu, dont certains, dont la plupart, se réunissent
de temps à autre, les dimanches après-midi, dans l'atelier de Picabia, qui fait alors figure en quelque sorte de chef de file pour une plus jeune génération. Et alors il expose avec eux au Salon des surindépendants, qui devient, aux yeux de la critique de l'époque, le laboratoire où s'expérimente, je cite un journaliste, un compromis entre le surréalisme et l'art abstrait. Picabia, lui, parle même de sur-irréalisme, dans une espèce donc, de surenchère par rapport donc, au surréalisme canonique, mais donc un sur-irréalisme tout autant que son précédent, habité voilà, par ces forces inconscientes. Les véritables objectifs de la création, affirme Picabia, sont ceux que l'on poursuit instinctivement, dit-il, car aucune recherche artistique, c'est lui qui parle, car aucune recherche artistique ne doit être voulue ni absolument consciente. Son authenticité exige qu'elle soit l'expression d'un besoin impérieux et sous-jacent. Donc l'inconscient, l'authenticité, il y a une certaine urgence en fait dans l'acte de création. C'est les grandes valeurs en effet de l'époque, celles qui forment en quelque sorte l'éthos de l'artiste dans l'après-guerre et qui permettront donc de tourner la page de cette ère de mensonge et de trahison et de tragique qu'avait été la période précédente. Alors cet ultime appel aux forces instinctives s'explique aussi chez Picabia, peut-être par des raisons aussi tout simplement biographiques, plus personnelles. Ce qui se manifeste là, c'est en fait aussi le dernier élan vital d'un artiste qui se sait quand même plus ou moins arrivé vers le terme de son existence. En 1944, Picabia a subi un premier accident cérébral qui l'a laissé assez considérablement affaibli, et la mort en outre, on le sait, n'a jamais été pour lui un vain sujet. La mort donc s'installe là vraiment au cœur de ses obsessions et de ses peurs. Et avec elle, donc, le cortège de ces autres peurs qui l'accompagnent, celle du déclin, de la vieillesse, de la solitude. Il y a aussi un sentiment d'amertume, un certain pessimisme aussi, qui se lit dans les textes et la correspondance privée de Picabia à cette époque, que l'on connaît bien parce qu'elle a été, elle s'est bien conservée. On a des quantités de lettres pour cette époque, contrairement à d'autres périodes de l'artiste. Et donc, par contraste, pourrait-on dire, la présence de la mort accroît aussi une autre inclination naturelle de Picabia, une espèce d'inclination à la sacralisation nietzschéenne de la vie et des forces primordiales. Le désir, la pulsion érotique sont mis en rapport ou même carrément assimilés chez lui avec la fécondité artistique, avec le bourgeonnement de la création. On assiste, vous allez le voir aussi, à une espèce de chassé-croisé du masculin et du féminin, qui n'est pas seulement, comme à d'autres époques, ce qui occupe une partie de son quotidien, qui est toujours peuplé d'anciennes confidentes, de nouvelles amies, etc., même à cet âge avancé. Mais tout ça aussi signifie pour lui le jeu comme cela de ses forces primordiales, de ses forces fondamentales. Et donc ce fort contenu de signification à la fois personnelle et universelle, Picabia va l'incarner dans un répertoire de signes idéographiques, de symboles archaïques, d'images archétypales, et parmi elles, parmi ces symboles, les symboles sexuels, plus ou moins éloquents, plus ou moins travestis derrière des apparences décoratives ou des débauches de couleurs qui vont tenter d'en atténuer un petit peu la crudité. Mais ce sont ces symboles, effectivement, que l'on repère le plus souvent et que l'on reconnaît avec le plus d'évidence dans les tableaux de cette période. Alors, des formes phalloïdes qui apparaissent dans Ça m'est égal, par exemple, ici, avec ce phallus au sommet aigu entouré d'ovules, peut-être, de petites cellules qui flottent autour de lui, ou Égoïsme, que vous avez au centre, où l'association d'ailleurs du titre et du motif suggère que cet emblème pourrait incarner une sorte peut-être de confession autobiographique, ou qu'il tenterait même, Picabia, par là, d'exprimer une vérité générale sur la masculinité, pourquoi pas. Alors d'évidence, c'est bien l'homme tout entier qui est représenté par ces substituts,
que Picabia n'hésite d'ailleurs pas parfois à anthropomorphiser. C'est le cas ici avec Déclaration d'amour, dont le titre évidemment aussi est tout à fait intéressant, avec cette espèce de phallus pourvu d'yeux et d'une bouche, agrémenté également de rubans de couleur qui dessinent comme des jambes à sa base et comme une espèce de chevelure au sommet. Et ce motif est définitivement anthropomorphisé et transformé en un buste de personnage dans rapport avec les vertus, un tableau que vous avez dans la salle en bas. Il change d'apparence, il change de titre d'ailleurs en même temps, un titre d'ailleurs lui aussi peut-être plein de sous-entendus ironiques et d'allusions même éventuellement légèrement scabreuses. Donc des symboles vitaux capables peut-être de conjurer ces pulsions morbides, et il n'est pas exclu que Picabia leur ait conféré en effet une sorte de rôle apotropaïque, c'est-à-dire un rôle de défense comme cela contre les influences néfastes. C'est ce que suggèrent peut-être les modifications apportées à son portrait d'un docteur, ce tableau qui, dans l'état original, date de 1936, vous le voyez sur cette photographie au centre. C'est déjà, dès le départ, une sorte de memento mori, souviens-toi de la mort, c'est une vanité en fait, puisqu'on y voyait son ami le docteur Rollo Lapointe en buste, qui pointe l'index vers un crâne qui est posé au premier plan. Et vers la fin des années 40, le peintre agrémente ce motif d'élégantes fleurettes trilobées et parsème la surface de l'œuvre de ces phallus schématisés, certains d'entre eux formant même une espèce de petite auréole, vous voyez, autour de la tête de Rollo Lapointe, devenu donc méconnaissable. Alors voilà, peut-être un art de conjuration en quelque sorte, un fait pour éloigner comme cela les influences néfastes, un art peut-être investi, d'une sorte de magie. Et en contrepartie, formant un groupe à peu près équivalent, des symboles sexuels féminins abondent dans d'autres œuvres, sous les apparences là aussi plus ou moins suggestives d'ouverture ou de fente, souvent étroites et longues, comme dans Thalassa que vous voyez ici vers 1945. D'autres vulves schématisées apparaissent dans un contexte plus géométrique et plus décoratif, dans Génération ascendante, dans Maintenant et autrefois. Et on a aussi cette œuvre au titre sans doute ironique, Le tout beau, qui est comme une espèce de sexe féminin à l'ouverture dentelée, un sexe qui apparaît comme l'attribut hypertrophié d'une sorte d'animal ou de plante fourchue et cornue, on ne sait trop, qui lance en tout cas des sortes de défenses comme cela autour d'elle, autour de ce centre vital. Si l'on était psychanalyste, je crois qu'on pourrait parler de vagina dentata, de vagin denté, de vagin castrateur, exprimant sans doute une terreur enfouie comme cela au sein de l'inconscient pulsionnel. Alors une thématique végétale aussi se mêle, et qui n'est pas étonnante non plus dans ce contexte, se mêle à ces représentations sexuelles, et le titre d'une œuvre comme Pistil, avec son motif de phallus, ou bien la tige bourgeonnante de Invitation à droite, montre bien en effet l'interdépendance ambiguë de ces thèmes. Mais ailleurs, on a un univers végétal largement stylisé, bien sûr, mais qui peut constituer en toute indépendance le seul point de départ formel de certains tableaux, comme ici Bonheur de l'aveuglement, qui date de 1947. Donc le végétal, autre expression finalement chez Picabia, cette période, de cette espèce de vitalité latente. Voilà, alors vous en êtes déjà peut-être un petit peu aperçu, en regardant défiler ces images, en regardant aussi autour de vous l'exposition qui est ici. Tout le répertoire de signes auxquels l'artiste a recours dans cette phase tardive de sa carrière pose en fait une question intéressante pour l'histoire de l'art, qui est celle de sa réceptivité à des influences primitivistes. Il y a une citation de Georges Mathieu à l'époque, assez longue, et qui décrit très très bien toutes ces œuvres de Picabia, qui se termine en disant « Elles ne semblaient pas occidentales ».
hein, elle ne semblait pas occidentale. Et l'irrationnel et l'appel à l'instinct semblent en effet liés chez Picabia à une sorte de nostalgie des débuts, une sorte de nostalgie des origines, où les forces pulsionnelles en quelque sorte étaient encore vierges, et qui aurait donc des raisons Picabia qui trouverait donc là-dedans des raisons de rechercher pour sa traduction un langage archaïsant, primitivisant, voilà, et un simple survol, en effet, même superficiel de cette phase de l'œuvre de Picabia, fait immanquablement, il me semble, surgir des réminiscences qui peuvent aller donc, de l'art de la préhistoire à l'art médiéval ou aux arts africains et océaniens. On va le voir, le primitivisme d'après 1945 étant envisagé dans un sens très très large en fait hein, par les contemporains, par les critiques, par les historiens, par les artistes eux-mêmes, qui l'étendent aussi à toutes sortes d'archaïsmes, y compris finalement à certains archaïsmes occidentaux, du moment que ceux-ci précèdent la phase classique en fait de l'art, où excèdent voilà, les références oui, à l'art classique. Alors on a beaucoup de masques par exemple hein, dans cette phase de l'œuvre de Picabia, avec ici Kalinga ou Niagara. Affectent-elles vraiment l'allure de masques océaniens ou africains ce sont des influences que d'autres artistes, comme Atlan par exemple, proches de Picabia, se reconnaissent à l'époque. À vrai dire, contrairement à des choses que vous allez voir par la suite, on n'a pas de source, à vrai dire, précise hein, chez Picabia. On sait juste qu'il s'intéressait à tout cela et qu'il avait lui-même d'ailleurs une collection d'objets africains, qui n'est pas d'ailleurs d'excellente qualité et qui est en train d'être étudié justement dans ses rapports possibles avec l'œuvre de Picabia par quelqu'un qui est ici, voilà, qui est l'avenir des recherches sur Picabia. Voilà. Oui, l'Afrique, l'Océanie, mais Kalinga, le titre évoque plutôt en fait l'Inde ancienne. Tout comme Niam, le titre de ce tableau avec cette espèce de face très caricaturale, et des références ici aux masques de la tribu inuite des Yupik qui ont également été proposées hein, pour cette œuvre. Donc peu de sources avérées hein, malgré tout. Du côté donc, de ces arts non occidentaux jusque-là dans l'art moderne privilégié par les artistes, le secteur de l'Afrique et de l'Océanie. En revanche, continue à pulluler chez Picabia, alors là des sources mieux repérées, qui renvoient du côté de l'art roman catalan, découvert par Picabia à la fin des années 1920 au musée de Barcelone, et dont l'artiste recyclait les motifs depuis cette époque, d'après les reproductions en noir et blanc du catalogue des collections de la section romane, rédigé par son directeur, Joaquín Folk et Torres. Vous en avez donc un exemple sous les yeux ici, avec donc un emprunt direct là dans La Terre est ronde, ce tableau qui sera montré dans l'exposition, mais dans l'étape new-yorkaise hein, dans quelques mois, qui vient directement, voilà, cette forme a priori énigmatique, hein, cette espèce de forme blanche emmaillotée comme cela, comme une espèce de petite momie, c'est en réalité la toge de ce Saint-Étienne que vous voyez sur une illustration d'un manuscrit roman catalan. Donc c'est sa toge plissée, vous la voyez au centre, et tous les ronds autour, les petites formes ovoïdes, eh bien, ce sont les pierres de la lapidation de Saint-Étienne qui sont comme arrêtées, qui sont comme suspendues comme cela en plein vol contre le fond sombre du tableau. Ce qui suggère que c'est peut-être d'ailleurs aussi une source pour les points, une fois que Picabia aura extirpé tout reliquat figuratif de cela. J'en parlerai bientôt. Alors là, on aurait pu penser justement à une référence africaine avec Le Brave, ce tableau que vous avez à gauche, mais en réalité, ce masque comme cela, orné de toutes sortes de petits fleurons, de lignes festonnées et tout cela, ce motif dérive en réalité d'une tête d'agneau mystique,
prélevés dans le même ouvrage, celui de Folkwiltores, tout comme les formes d'ailleurs abstraites a priori du tableau que vous avez à droite, le marié qui est dans l'escalier, ici vous êtes passé devant, et qui découle très précisément d'un chapiteau roman de la même collection, du Corinthien romanisé. On reconnaît voilà, le rouleau de la petite feuille d'acanthe en haut dans le coin supérieur gauche, et voilà, il y a des motifs de ce type. Et puis, une autre source très importante dans le primitivisme de Picabia à cette époque, et qui constitue, disons, un peu l'un des apports du catalogue de l'exposition. Ce ne sont pas des choses qu'il était facile de montrer dans l'exposition elle-même, mais qui sont mieux documentées dans le catalogue. Voilà, c'est la piste préhistorique. On sait que la préhistoire, c'était l'un des principaux intérêts d'Henri Goetz et de Christine Boumester, donc ce couple d'artistes très proche de Picabia, qui dès les années 30 sillonne la Dordogne pour visiter tout ce que l'on peut voir à l'époque en termes de grottes ornées. C'est aussi quelque chose qui traverse l'art de cette période. L'engouement pour la préhistoire, c'est vraiment quelque chose d'international. On pourrait aller du côté de l'Allemagne avec Willy Baumeister, du côté de l'Italie avec Giuseppe Capogrossi, du côté de Matthias Goeritz, des artistes de l'école d'Altamira, qui se réunit justement à Altamira sous la voûte des bisons pour discourir comme cela de l'origine de l'art. Bon, donc c'est là encore une tendance lourde en quelque sorte de l'époque dans laquelle se glisse ou qu'anime également Picabia. Exemple, voilà, ici avec ce tableau sans titre, enfin, Tu ne le vendras jamais, de 1945, qui découle donc d'une illustration tirée d'un recueil de motifs de l'art quaternaire publié par Salomon Reynac en 1913. Salomon Reynac, c'est le grand préhistorien français de la fin du 19e, du début du 20e siècle. Et dans son ouvrage, où sont reproduits de manière d'ailleurs pas très très grande, des gravures au trait comme cela, des fragments d'eau sculptés, etc., comme ce que vous avez ici sous les yeux, et bien Picabia prélève comme cela des motifs, comme ici, donc cette espèce donc, de motifs en harpon encadré de motifs vulvaires sans doute là aussi, en deux frises comme cela de part et d'autre du motif central. Dans la même gravure, en fait, donc ce même fragment d'os, que je retourne ici pour plus de facilité de lecture, Picabia fait un deuxième emprunt, cette espèce de tête de bison que vous avez au centre, se retrouve comme cela en transparence dans le tableau de Picabia intitulé « Quel est le titre ?» que vous avez donc sous les yeux. Voilà. Si j'ai encore un exemple ici avec donc deux tableaux qui reprennent voilà, des motifs là aussi d'os gravés. Encore une fois, donc des motifs minuscules considérablement agrandis donc dans ces œuvres de Picabia, qui sont aussi intéressantes pour leur matière en fait. C'est ça aussi, c'est par là aussi que passe éventuellement la référence au préhistorique, c'est ces surfaces calcifiées, un peu raboteuses, qui montrent ces motifs comme fossilisés, vous voyez, comme cela, dans des concrétions calcaires, dans des coulées de calcite. Voilà, la matière de ces œuvres est aussi ce qui peut soutenir, comme cela, ces affinités avec l'art des cavernes, avec l'art pariétal. L'effet de paroi que semble rechercher l'artiste donc est renforcé voilà, par cette matière picturale qui se métamorphose comme cela en substance rugueuse, en substance un peu pulvérulente, voilà, derrière lesquelles se dessinent et s'évanouissent en même temps donc des formes parfois presque indistinctes. Alors, ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que dans cette période, primitivisme et abstraction, et en particulier
primitivisme préhistorique et archaïsme roman, marchent ensemble en fait. La critique de l'époque et l'historiographie qui commence à faire les débuts de l'histoire de l'abstraction fait souvent en fait ce lien entre abstraction, préhistoire et art roman. Marcel Brion, par exemple, dans ce livre publié en 1956, Art abstrait, cherche à démontrer que l'abstraction est une espèce de constante de l'esprit humain, c'est l'expression qu'il emploie, une constante de l'esprit humain. Et tout le début de son livre porte sur, contient de longues considérations sur l'art de la préhistoire et sur l'art roman, sans transition d'ailleurs, l'art de la préhistoire et puis ensuite l'art roman, comme ça là, n'oubliant évidemment la Grèce et Rome, l'art moderne, toutes les références classiques en fait sont évacuées de cet ouvrage. Et ça n'est pas le seul d'ailleurs, où la question de la préhistoire servait de préambule en quelque sorte à une analyse de l'abstraction proprement parler et de l'abstraction post-guerre justement. C'est le cas également du livre de Jean Bouret, dont vous voyez une page ici à droite. Jean Bouret est quelqu'un qui est mieux connu pourtant comme défenseur du retour à la figuration dans le cadre du mouvement de la jeune peinture proche du réalisme socialiste. Bouret est un communiste, voilà. Mais voilà, il commet ce livre sur l'art abstrait. Et il consacre au début de l'ouvrage tout un chapitre à la préhistoire de l'art abstrait. Et il parle effectivement donc, de la préhistoire. Brion, comme Bouret, constate donc la coexistence dans l'art paléolithique de formes représentatives et de signes abstraits, ce qu'il transpose en quelque sorte à la situation contemporaine, où coexistent en effet une abstraction, une figuration, mais ils le font non pas pour opposer les deux tendances, à la figuration et à l'abstraction, mais pour les examiner au contraire dans leur rapport dialectique. L'image et le signe se succèdent-ils, ou le signe et l'image se succèdent-ils, ou ne sont-ils pas plutôt deux manifestations possibles d'une même pulsion de symbolisation qui ne serait séparée finalement que par une différence de degré. Et les deux auteurs apportent en fait une réponse assez semblable qui est fondée en fait sur une vision évolutionniste. Et au fil de la vie des formes, nous dit surtout d'ailleurs Jean Bouret, eh bien, c'est la figure qui était première, et c'est la figure qui en évoluant finit par se résoudre en signe, et donc par déboucher vers l'abstraction. Et donc, cet auteur reproduit à l'appui de sa thèse eh bien, la petite frise que vous voyez là, qui illustre la formation d'un signe abstrait comme cela à deux jambages, un petit peu comme la lettre M que l'on trouve sur les galets peints du mas d'asile, qui évoluerait, selon lui, à partir d'un motif de femme accroupie, dont le type symétrique et schématique est assez fréquent en réalité dans toutes sortes de traditions figuratives archaïsantes et qui peut s'apparenter à ce que l'on retrouve parfois dans des dessins ou des tableaux de Picabia avec ces figures symétriques et schématisées également, voilà, comme ici dans Mon atmosphère ou Colloque, voilà, le tableau que vous avez sous les yeux. Ces références primitivisantes, elles s'accordent aussi au style de ces œuvres qui les fait appartenir, donc je le disais, à la tendance matiériste, à la tendance informelle de la peinture de l'après-guerre. Et cette tendance, elle est défendue en ces termes, c'est-à-dire par des gens donc, qui connectent comme cela donc, cette abstraction et ces références primitivisantes ou archaïsantes. Et certains donc, de ces défenseurs de ce type d'abstraction sont bien connus de Picabia, ce sont les critiques Charles Estienne et Michel Tapier, que Picabia connaît bien tous deux. Et pour ces deux artistes, ils le disent chacun un petit peu différent, mais ça revient un petit peu au même,
le retour à la matière informe, à ces matières grumeleuses, pâteuses que vous voyez sur les tableaux de Picabia, renvoie précisément aux origines de la pratique artistique, à un état premier de l'art qui est un état évidemment complètement mythique, mais où, état premier de l'art où celui-ci, disent-ils, ne serait précisément ni abstraction, ni figuration, mais préfiguration. Préfiguration, selon le mot qu'emploie Charles Estienne, et qui se retrouve beaucoup dans la critique de l'époque, qui se retrouve notamment dans l'informel italien, Prefigurazione. Il y a plusieurs tableaux de Enrico Baille, de Sergio D'Angelo, il y a des expositions entières qui se sont tenues sous ce concept de préfiguration. Et quand Charles Estienne l'emploie, il ajoute que dans cet esprit, l'art doit repartir à zéro, repartir à zéro, et non pas de la géométrie, mais de la matière, de la substance même de la peinture. Et le retour à zéro, bien sûr, c'est la table rase, c'est l'appel à la table rase. Et l'appel à la table rase, c'est une attitude que, bien sûr, connaît très très bien le dadaïste Picabia. Et il se trouve que c'est des choses qu'on oublie un petit peu aujourd'hui, qu'on sait moins bien, disons, mais l'émergence du matiérisme, l'émergence de l'informel dans l'art de l'après-guerre a été considérée en effet précisément dans cette perspective en fait néo-dadaïste. La matière informe, c'est par excellence ce qui va décourager la saisie en fait par le langage organisé, c'est ce qui va faire éclater au grand jour l'inanité du principal appui de ce langage organisé qui est la raison, et la déroute de la raison va entraîner avec elle la déroute d'autres valeurs désormais périmées, qui sont l'ordre, la composition, l'équilibre, le rythme, toutes ces béquilles, si vous voulez, de la composition traditionnelle, qui, selon le principal théoricien de l'art informel, Michel Tapier, venaient, je le cite, en droite ligne d'un humanisme en voie d'épuisement. Un humanisme en voie d'épuisement. Voilà. Et ce sont ces constatations qui ont permis à Michel Tapier, entre autres, d'appuyer ce nouvel art matiériste et informel sur un socle néo-dadaïste solide, ce qui va grandement faciliter, en fait, avec la prise en compte donc, de son évolution toute récente, ce qui va faciliter l'intégration de Picabia donc, dans une nouvelle génération d'artistes, dans cette génération voilà, de l'art informel post-1945. Voilà, et c'est en effet, oui, au titre de vieux dadaïste impertinent, je le cite, vieux dadaïste impertinent, que Picabia est associé donc dès 1946 par Tapier aux préoccupations, je continue à citer, aux préoccupations les plus aiguës des véritables aventuriers de l'univers visuel que sont Fautrier, Dubuffet, Henri Michaud, qui essayent comme lui de forcer les secrets de la matière sur laquelle ils concentrent la foudre dégagée par leur comportement, où l'irrationnel ne le cède en rien à la violence. Là, c'est très étonnant donc de voir comme ça replacer dans cette continuité Dada, Picabia et Fautrier, Dubuffet, Michaud. Ce sont des liens, des récits, des fils que l'on ne tire plus tellement en fait aujourd'hui, mais qu'il est intéressant de voir se tramer comme ça dans la critique d'art de l'époque, dans la réception de l'art de Picabia après 1945. Si j'avais le temps, mais je ne l'ai pas, je m'étendrai justement pour expliquer tout ça un petit peu sur le passé néo-dadaïste de Michel Tapier, qui dans l'entre-deux-guerres a été l'animateur d'un groupe néo-dadaïste, Les Réverbères, placé sous le patronage de Tristan Tzara. Les Réverbères, ça vient d'un poème de Tristan Tzara. Mais bon, voilà, je ne m'étends pas, mais ceci explique cela malgré tout. Il y a une sensibilité néo-dadaïste très profondément ancrée chez Tapier lui-même, qui lui fait donner cette place comme cela absolument centrale dans l'art d'après-guerre à Francis Picabia. Francis Picabia et Duchamp d'ailleurs, à vrai dire, qui sont tous les deux mentionnés dans Un art autre, j'ai oublié de faire passer mes images, dans Un art autre, comme, je cite toujours Tapier, comme les deux artistes qui restent pour les jeunes, les plus actuels, les plus disponibles.
Voilà, donc c'est d'une manière parfaitement cohérente en fait que Tapier va s'employer à célébrer le dadaïste à la réputation donc voilà de plus en plus consolidée, en organisant notamment la rétrospective 50 ans de plaisir qui se tient à la Galerie Drouin en 1949, qui était une très vaste rétrospective, à vrai dire, j'oublie exactement le nombre de numéros, peu importe, et puis surtout c'est la seule qui s'est tenue du vivant de l'artiste. Et enfin, c'est également sous le signe de Dada que sont interprétés les fameux points. Lorsque Picabia les expose pour la première fois en 1949 à Paris, puis l'année suivante à New York, des tableaux donc à la matière épaisse, à la matière inégale, très triturés, délibérément mal peints même peut-être parfois, et qui sont ceux que la critique du temps, plutôt quand même malgré tout favorable au Picabia vieillissant, qui est déjà voilà, installé dans l'histoire, on n'y fait pas beaucoup de crasse en fait à cette époque, heureusement, mais malgré tout, là les points passent mal en fait. Et on réfute notamment ce plein de la monotonie qui est engendrée par leur surface monochrome, simplement parsemée ou quasi monochrome, parsemée simplement de petits ronds de couleurs, et monotonie renforcée aussi par l'effet d'accumulation, parce qu'en fait il en expose plus de 40 à la Galerie des Deux Îles d'un seul coup comme cela en 1949, ce qui va avoir le don effectivement d'irriter certains observateurs comme le critique de la revue Art qui parle d'une petite trouvaille bonne pour une toile ou plutôt un fragment de tableau, mais énervante quand on la voit inlassablement répétée avec une lourdeur assez prétentieuse. Voilà. Et alors, la monotonie, c'est d'ailleurs quelque chose qui va accompagner à peu près toute l'histoire du monochrome, qui en est assez balbutiement en fait, avec les points de Picabia en 1949. Ces monotonie, monochromie, voilà, vont devenir les instruments privilégiés d'une certaine visée iconoclaste attachée en fait à ce type de peinture. Et en tout cas, attaché au quasi-monochrome de Picabia, puisque pour Michel Seuphor, préfacier de l'exposition de 1949, les points de Picabia constituent peut-être bien le point final, dit-il, à toute possibilité de faire de la peinture, je le cite, rendue nue comme père et mère, bouclant la boucle de toutes les aventures, le cycle est complet, ajoute Seuphor. Picabia a redécouvert la saveur de l'époque dadaïste, la même grâce et la même légèreté, la même peinture anti-peinture qui est réellement la création, mais une peinture anti-peinture. Voilà. Donc, dépourvus comme cela de toute magie, comme de toute aura, les points renverraient donc plutôt voilà, au choc fondateur du dadaïsme, au choc dadaïste qui a dépouillé l'art finalement de toute prétention. Inutile de dire que l'on comprend aujourd'hui ces tableaux complètement différemment et qu'au contraire on les a de nouveau complètement auratisés, investis vraiment d'une nouvelle aura. C'est la magie du temps qui passe, c'est la magie de l'histoire aussi et de l'évolution du regard. Voilà. Et donc ce point final de Picabia de Michel Seuphor, avec un petit peu de facilité rhétorique, je l'admets, bien, je prendrai aussi comme point final de cette petite présentation. Et je vous remercie de votre attention. Et comme vous l'annoncez, je peux prendre des questions, naturellement, ou des remarques, des observations. Oui, quelle est la réception critique, à part donc Tapier ou Charles-Étienne, quelle est la réception critique du milieu de l'art à ces œuvres-là? Je parle des dernières. Au point ouais, seulement. Oui, comme je le disais, elle est plutôt défavorable. En fait, on ne comprend pas. C'est l'incompréhension, en fait. C'est l'incompréhension. Pour nous aujourd'hui, on est quand même sensible à ces détails quand même importants que sont les points justement. Et en plus, c'est le nom que donne Picabia à toute cette série.
Donc ça montre bien qu'il y a quelque chose à regarder, comme ça, qu'il y a encore un motif en fait. Mais ce qui prédomine vraiment dans la réception de ces œuvres à l'époque, c'est qu'il n'y a rien à voir en fait. Et que les tableaux sont vides, d'où leur statut comme ça très important dans l'histoire des débuts du monochrome, parce qu'on les considère quasiment comme des monochromes, et d'ailleurs c'est Denis Riou dans son histoire du monochrome qui dit qu'en effet quand on fait cette histoire il faut s'intéresser à ce qu'il appelle des quasi-monochromes, à ces œuvres qui sans être entièrement des monochromes, prépare l'idée du monochrome, prépare voilà, cette évolution radicale de l'art qui va vraiment s'imposer, devenir une tendance lourde de l'art des années 1950. Alors il y a justement pas mal de légendes qui courent autour de cela. On sait que Yves Klein n'a pas pu voir l'exposition de 1949 parce qu'il était à Londres à ce moment-là. Mais une légende dont Olga Picabia est sans doute à l'origine, puisqu'elle l'a même écrit, dit que de retour de Londres, Yves Klein serait allé voir Picabia, serait allé rencontrer Picabia dans l'atelier. Comme Picabia n'avait strictement rien vendu de l'exposition des points, les tableaux étaient encore là dans l'atelier, et que Klein voilà, en aurait été évidemment extrêmement frappé. Mais là où ça se complique, c'est que Klein a prétendu lui-même avoir peint ses premiers monochromes à Londres, précisément. Donc avant d'avoir vu les points de Picabia. Enfin, tout ça n'est d'ailleurs pas extrêmement important, mais ce sont quand même des petites histoires, des anecdotes qui montrent bien ce qu'a cristallisé quand même l'idée du monochrome. Enfin, toutes ces revendications, en quelque sorte, de paternité montrent bien l'enjeu symbolique qu'il y a autour de la question du monochrome dans l'art de cette période. Je ne peux pas croire que j'ai été absolument clair. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup et merci beaucoup à vous. Merci à vous.